Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est aujourd'hui notre dernière séance de la saison, mais le séminaire est vaillant et il continuera encore au moins une saison de plus. Alors, on accueille aujourd'hui Gabriel Rosenman, qui a été présenté comme historien, mais c'était pas une injure, hein. Et on va voir que le titre de sa thèse pouvait prêter à cette interprétation. En réalité, il est sociologue. Euh, il va nous parler des caisses de grève dans les pratiques de la CGTU. Et ça tombe bien parce que sa thèse portait sur les caisses de grève. Donc, elle a été soutenue il y a très peu de temps, en novembre hein, de l'année dernière. Et son titre, donc je prends mon souffle et je le donne, Le sou du prolétariat contre le million du capitalisme, la pratique des caisses de grève dans le mouvement ouvrier français de 1830 à 2023. Vous voyez qu'il y avait quand même de l'histoire dans le sujet. Et le thème, c'est configuration sociale et dilemme stratégique des solidarités ouvrières. Alors, le thème des caisses de grève, tout le monde l'a croisé s'il s'est penché sur les pratiques de grève, mais son étude proprement dite restait à faire. Donc, elle est maintenant faite. Et l'intérêt de cette thèse qui couvre 2 siècles d'histoire, c'est qu'elle va nous mettre les 15 années de la CGTU en perspective historique. Elle le déborde à la fois beaucoup vers l'amont, mais aussi vers l'aval, hein. Je rappelle que la date ultime, c'est 2023. Je pense que la question de la solidarité dans le mouvement syndical est évidemment une question majeure. Et là, on interroge, on interpelle la solidarité en acte, enfin une des solidarités en acte, celle qui est financière. Elle croise aussi beaucoup des questions qui nous intéressent dans ce séminaire et dans l'approche que l'on a de la CGTU, puisque l'on va sans doute rencontrer les questions des spécificités professionnelles, les questions des conjonctures et les questions aussi d'éventuelles spécificités territoriales. Enfin, ça n'est pas sans écho avec deux précédentes séances, l'une qui portait sur les grèves ouvrières pleinement, et puis une autre, peut-être d'un point de vue plus technique, qui portait sur la mutualité, sur les caisses et les bases multiples dans la CGT. Alors, Gabriel Roselman, eh ben, Merci et merci pour l'invitation. Donc oui, la thèse a été soutenue là, très récemment en novembre et je pense que c'est vraiment une occasion importante pour moi de la présenter ici puisque c'est une thèse qui a été largement basée sur des documents de l'IHS et qui s'adresse en priorité, même si bon, elle est encore en format académique pour l'instant, mais l'objectif est qu'elle soit lue et utile au mouvement syndical aujourd'hui et pour armer, réarmer les débats stratégiques et la capacité à tenir des grèves longues. Euh, donc, c'est une thèse que j'ai faite à l'École des hautes études en sciences sociales sous la codirection de Sophie Bérou, voilà, qui participe fréquemment aussi aux travaux de l'IHS, et de Johanna Simeon-Germanos, donc avec un périmètre historique très large, qui du coup exclut évidemment toute ambition d'exhaustivité. C'est des coups de sonde sur certains métiers, certaines organisations, certains épisodes de grève. Plus précisément, j'ai voilà, l'essentiel des matériaux que j'ai travaillé, c'est sur la CGT et la CFDT. Et pour la CGT confédérale, métallurgie et fédération du livre, voilà, avec des traditions militantes et des histoires organisationnelles assez différentes. Et pour la période la plus récente, bah, en fait, il y a pas, les conflits n'ont pas manqué pour étudier les caisses de grève en situation, entre les conflits interprofessionnels de 2019-2023, les grèves à la SNCF, les grèves de femmes de chambre et quelques autres conflits encore. Et, et enfin, j'ai aussi enrichi ce matériau par un autre qui est en fait un questionnaire qui a été diffusé
est rempli par 10 000 donateurs de caisses de grève, de la caisse de grève principale de ces dernières années, qui était à l'initiative du syndicat Infocom CGT, et donc qui avait suscité un paquet de débats dans le mouvement syndical et au sein de la CGT même. Et donc, ça permet aussi de donner un petit éclairage sociologique sur qui sont les donateurs, pourquoi ils donnent, quelle situation, est-ce qu'eux-mêmes ont déjà fait grève auparavant, etc. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Euh, dans cette étude, moi, j'ai essayé de mettre en avant plusieurs sujets de débat, et notamment de débats stratégiques qui traversent l'histoire du mouvement syndical. Un premier, c'est la capacité à anticiper des grèves, puisque dès l'origine du mouvement ouvrier, la mise en place de caisses de résistance, ça vise en particulier à préparer les grèves suivantes, et donc avec l'idée qu'il faut s'y préparer financièrement, politiquement, et pas être pris au dépourvu quand la grève arrive. Donc, il y a des expériences vraiment flamboyantes dans les archives que j'ai trouvées, notamment ce qui s'est appelé la caisse du sou, ou la caisse de prévoyance des 5 centièmes à l'initiative des typographes en 1865, notamment Eugène Barlin, et qui était vraiment sur l'idée de prévoyance à l'époque, qui était moins de la prévoyance sociale que de la prévoyance stratégique. Euh, mais en même temps, cette possibilité d'anticiper financièrement, ça veut dire qu'en fait, les grévistes vont auto-financer leur grève par des cotisations. C'est ce que fait par exemple la CFDT depuis les années 60-70 avec sa caisse de grève, c'est la CNAS. Euh, Alors qu'il y a d'autres options pour financer une grève. Il y a la solidarité de la classe ouvrière au-delà des grévistes, les solidarités municipales, la capacité à à lever de l'argent en vendant des objets. Bon, il y a beaucoup de tactiques possibles. Et donc avec à chaque fois une origine des fonds détermine la nature de la solidarité. Ça pourrait être une solidarité ouvrière ou interclassiste selon les périodes et selon les configurations. Là, récemment, par exemple, pour la caisse d'Infocom, c'était assez largement des personnes très diplômées et parfois avec des salaires assez élevés qui donnaient à la caisse de grève, en tout cas celles qui ont rempli le questionnaire, donc il y a un biais possible. Et donc, ce qui n'est pas exactement une solidarité horizontale, comme on a pu en connaître plus dans les périodes antérieures. Une autre question stratégique qui se pose à chaque fois, c'est la place des non-syndiqués. Si la caisse est organisée par un syndicat, est-ce qu'elle doit être réservée aux syndiqués ou ouverte à tous les grévistes? Ce qui est voilà, un sujet de division possible, mais en même temps, est-ce que l'argent des syndiqués doit financer la grève de personnes qui n'ont pas fait la démarche de syndiquer? Voilà, c'est des débats qui traversent vraiment les 200 ans. Et avec comme grande tension sur l'ensemble de cette période, deux modèles. Le modèle de la caisse syndicale permanente, qui récemment, c'est la CFDT qui en est l'exemple principal, mais il y a d'autres exemples, et notamment la Fédération du Livre a beaucoup incarné ça dans l'histoire des débats internes à la CGT. Et comme pôle opposé, l'idée de collecte éphémère ou de timbre de solidarité, de lever des fonds à chaud au moment où le conflit est déjà en cours, ce qui permet donc de se reposer sur une solidarité plus large, mais en même temps qui n'offre aucune garantie sur le montant des fonds qu'on va effectivement récolter. Et donc, ça ne permet pas, par exemple, de donner confiance pour commencer une grève. Alors que, je parlais tout à l'heure des grèves de femmes de chambre, c'est assez dur d'imaginer une grève longue à X-Batignolles si les grévistes n'avaient pas d'emblée la garantie qu'elles auraient un revenu de remplacement. Et donc ça, c'est pas possible avec les collectes éphémères seules. À l'intérieur de ce débat-là, il y a une assez forte spécificité française, puisque les pays comme la Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Angleterre ont une longue tradition de caisses de grève permanentes dans la plupart des grandes structures syndicales, alors qu'en France, dans l'histoire de la CGT, ça a été vraiment, j'allais dire l'exception. C'est pas exactement l'exception, mais ça a été minoritaire, en tout cas, sauf à certaines périodes. Euh, et de ce point de vue-là, la France ressemble plus à l'Espagne et à l'Italie, qui ont aussi assez peu cette tradition. Et je pense que ça fait partie des grands ensembles de modèles syndicaux où, je crois que c'était Charles Rist à l'époque qui parlait d'un esprit méditerranéen sur le syndicalisme. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure interprétation. Bon, voilà. En tout cas, en France, il y a peu de caisses permanentes. Et ce qui se rajoute aussi à ça, qui a rendu difficile au début de trouver des traces, c'est qu'il y a une forme de gêne à parler d'argent dans le mouvement syndical, et depuis longtemps.
Michel parlait dans ses articles du nerf honteux de la guerre sociale, et qui est à la fois du point de vue voilà, des populations ouvrières qui n'ont pas l'habitude de manipuler des sommes importantes, plusieurs milliers de dizaines de milliers de francs, mais qui est aussi une précaution tactique pour éviter que l'employeur sache de quelles ressources on dispose, puisse s'y adapter, ou même que l'État saisisse, ce qui s'est passé plusieurs fois, que les caisses physiques soient saisies par la police. Et donc moi, ce qui m'a intéressé le plus dans cette recherche-là, c'était l'idée d'étudier la fabrique des solidarités ouvrières. Comment est-ce que, par certaines pratiques militantes, on peut tisser des liens entre des ensembles voilà, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas tous impliqués dans les mêmes conflits, puisqu'un des problèmes de fond, c'est que les mobilisations ouvrières sont rarement simultanées sur l'ensemble d'une population ouvrière. Dans les grèves générales, on a deux exemples dans l'histoire sociale française. Et donc, en dehors de ça, bah, il y a un segment mobilisé et un segment qui ne l'est pas. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à appuyer la mobilisation de certains sur la solidarité des autres? Et, et bon, c'est une tactique qui a l'air plutôt évidente, comme ça, quand on en parle. Et je pense que n'importe quelle personne qui a fait une grève un peu longue, au minimum, sait poser la question, sans forcément en avoir fait l'expérience. Et pourtant, il y a un itinéraire très alambiqué dans l'histoire du mouvement syndical, avec des périodes où c'était une évidence tactique majoritaire, d'autres où c'était complètement occulté. Et donc j'ai essayé d'étudier ça, la fluctuation de la question du financement des grèves au sein du répertoire d'action syndicale. Et, et donc pour présenter ce qui a été pratiqué par la CGTU, je vais être obligé, comme le disait Michel, de donner quelques grandes coordonnées sur les pratiques de la CGT unifiée d'avant-guerre, de la CGT confédérée en concurrence avec la CGTU, et quelques pistes aussi sur l'histoire qui a suivi. Et donc principalement en basant sur des comptes rendus de congrès, et donc avec parfois des récits de grève, des documents de comptabilité, en partie la presse syndicale aussi. La bataille syndicaliste ou la révolution prolétarienne s'en sont fait l'écho plusieurs fois. Euh, Aussi les dimensions statutaires, puisque les statuts même confédéraux de la CGT ou de la CGTU ont parfois inclus des dispositions très précises sur le financement des grèves. Et donc, il y aura quelques extraits, deux ou trois, un peu longs, que je vais me permettre de lire voilà, en cours de présentation. Peut-être pour commencer, si je peux passer la diapo numéro 2, une des opérations un peu chronophages de ma recherche, ça a été d'essayer de comptabiliser les occurrences du financement des grèves dans les dans les congrès confédéraux, et donc de noter à chaque fois que c'était évoqué par un compte-rendu de grève ou dans un texte d'orientation ou dans des motions. Donc là, on ne va pas très très bien, mais c'est de 1893 à 1921. Il y a au total 264 occurrences sur ces 18 congrès-là. Et donc on voit que ça fluctue beaucoup selon les années, avec plus de 40 à certaines occasions et très très peu à d'autres. Sur le slide suivant, on voit que la période d'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'emblée beaucoup moins discuté. On voit que voilà, les bâtonnets sont beaucoup plus petits et tout simplement, ça occupe moins les débats syndicaux. Et donc la CGTU, c'est le blanc qui apparaît sur le slide suivant. Et où là, j'ai compilé les débats de la CGT confédérée et de la CGTU en jaune, la CGTU. Et donc on voit que c'est en réalité sans doute la période où c'est le plus discuté de l'ensemble de l'histoire de la CGT. Et que c'est largement alimenté par la concurrence entre les deux, justement. Chaque confédération s'efforce d'occuper le terrain de la solidarité pour ne pas le laisser aux concurrents. Sur le slide suivant, moi, j'ai essayé de rediviser ces occurrences par thème, avec trois grands thèmes. Il y a des occurrences budgétaires relatives au montant des cotisations, essentiellement. Et donc, ça a beaucoup occupé certains congrès. Des occurrences pratiques, c'est plus des comptes rendus de grève, et des occurrences stratégiques, où c'est l'analyse, par exemple, des financements patronaux ou des propositions de mise en place de caisses permanentes ou des commentaires sur ce que fait le syndicat d'à côté.
Et donc la discussion stratégique est relativement présente à cette période-là. Alors que sur le slide suivant, on va voir que alors, les couleurs ont changé. C'est pas très pratique, mais là, la stratégique, c'est jaune. Et on voit que là, ça devient beaucoup plus rare et que c'est essentiellement pratique après-guerre. Donc, c'est principalement des comptes rendus de grève ou des collectes organisées pendant les congrès eux-mêmes auprès des congressistes ou des remerciements pour les organisations qui ont soutenu telle ou telle grève. Et globalement, c'est quand même beaucoup moins discuté que la période antérieure. Et enfin, le slide suivant, qui est un complément à ça, j'ai fait le même comptage, mais cette fois dans la presse confédérale, dans Le Peuple, entre 1946 et 1989. On voit qu'il y a une très forte mobilisation dans les premières années, en particulier 48 à 50. Et donc, c'est autour des grèves insurrectionnelles et de la grève des mineurs. Un peu après, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de s'appuyer sur une solidarité réussie pour essayer d'instaurer des usages. Et en fait, assez rapidement, ça s'effondre. Ça remonte un tout petit peu en 1963, mais c'est globalement plus du tout abordé dans la presse confédérale. Bon, il faut rajouter quand même que si c'était tellement discuté aussi au début, c'est parce que le rythme de parution du Peuple n'était pas le même. Dans ces années-là, ce n'était pas un mensuel, mais un quinzomadaire. Donc, non seulement ça double les occurrences, mais ça veut dire aussi que c'était un journal qui était plus en prise avec l'actualité et qui permettait peut-être différemment de relayer les campagnes militantes, alors qu'après, c'était plus des analyses a posteriori. Donc voilà, assez pour les statistiques. Euh, Je parlais des tensions entre caisse permanente et caisse éphémère. Ça s'incarne dans des organisations assez précises durant toute cette histoire, puisque pendant toute la première histoire de la jeune CGT avant la scission, c'est essentiellement un débat entre le livre et les syndicalistes révolutionnaires. Donc, le livre est l'organisation opulente, dotée d'une caisse de grève très solide et très généreuse, mais aussi extrêmement encadrée dans des statuts, des procédures très rigides, qui parfois refusent l'indemnité à des grévistes parce qu'ils n'ont pas coché toutes les cases. À l'inverse, les syndicalistes révolutionnaires célèbrent la pauvreté, les ventres vides, et l'idée que c'est la misère, y compris pendant la grève, qui susciterait la révolte, et donc opposés entièrement à gérer des trésors de guerre, et avec une position intermédiaire qui est celle des métaux, vient du syndicalisme révolutionnaire, qui est dirigé par des grandes figures syndicalistes révolutionnaires comme Meyrem à l'époque, mais qui petit à petit expérimente des formes d'hybridation entre les deux, et qui en fait assez rapidement trouve que les collectes, ça ne marche pas assez, et qu'il faut les compléter, non pas choisir l'un ou l'autre, mais combiner les différents modes d'action. Et donc voilà, ça déplace un peu le débat par rapport à l'opposition antérieure. Si on saute après la CGTU, le moment de la réunification en 35-36, c'est en fait le seul moment que j'ai trouvé dans l'histoire de la CGT où les caisses de grève sont une évidence absolument consensuelle. Il y a un CCN, j'y reviendrai, qui vote la mise en place de caisses de grève permanentes à tous les étages de la Confédération, dans tous les syndicats, toutes les fédérations, toutes les UL et au niveau confédéral. Et ça fait accord entre tous les courants politiques qui interviennent. Et alors que ça se finit, que l'histoire d'avant-guerre se finit là-dessus, ça disparaît complètement après la Seconde Guerre mondiale. Et à la reprise, il y a au début donc, les tentatives de collecte pour les mineurs, plus aucune mention de caisse permanente, à part dans quelques fédérations qui les ont maintenues, enfin en se reconstituant. Et par contre, le débat revient de manière complètement différente à partir des années 60, parce que la CFTC commence, elle, à mettre en place une caisse permanente et à faire grand bruit autour de ça pour recruter et pour essayer de s'implanter en tant que syndicat minoritaire, comme avantage comparatif par rapport à la CGT. Et donc petit à petit revient dans les débats et dans les parutions confédérales des critiques de ce que fait la CFTC, puis la CFDT, et petit à petit même une théorisation très explicite de pourquoi les caisses de grève sont en réalité un outil néfaste. Il y a même certaines formulations je pense à un bulletin des PTT qui dit que la caisse de grève, ça aide objectivement le patron parce que ça légitime les retraits sur salaire, alors que ce qu'il faudrait obtenir, c'est le paiement des jours de grève, et sauf que on ne peut pas le garantir au départ de la grève, et
Et donc, c'est quand même une manière de renvoyer la CFDT au camp patronal de manière un peu brutale. Donc voilà pour ce qui précède et ce qui succède à l'épisode qui nous intéresse, la CGTU. Euh, et donc dans l'entre-deux-guerres, la tension, cette fois, elle est entre CGT confédéré et CGTU. On peut passer au slide suivant. Et avec comme facteur clé la durée des grèves, puisque c'est en même temps la période de l'histoire sociale française où les grèves ont été le plus longues en moyenne. Ça, c'est les chiffres de Robert Gueux-Giret il y a assez longtemps. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la durée moyenne dans les années 30, par exemple, ça oscille entre 10 et 30, 35 jours. Donc, il n'y a vraiment aucune autre période dans l'histoire sociale française où les grèves sont à ce point-là aussi longues. Et d'autant qu'on n'est pas payé au mois à l'époque. Et donc, il faut impérativement trouver des ressources pour tenir, parce qu'on ne peut pas attendre du tout le salaire suivant. D'autant que c'est aussi une période où il n'y a pas encore de protection sociale, mis à part les retraites ouvrières et paysannes, on en parlait la dernière séance en 1910, et les assurances sociales en 1828-30, mais qui sont assez rudimentaires comparées à la sécurité sociale d'après-guerre. Et donc voilà, il faut compenser. Euh, Ce qui aide dans un premier temps à la fois la CGT et la CGTU, c'est de reprendre des pratiques qui étaient en vigueur avant la Première Guerre mondiale. On peut le voir sur le slide suivant. La pratique centrale étant les soupes communistes, qui sont intitulées comme ça en fait avant la création du Parti communiste et qui après ont été plutôt renommées soupes populaires dans certains épisodes. Et donc c'est l'idée de regrouper les grévistes, faire à manger ensemble, acheter ensemble en grande quantité, ce qui voilà, présente un gain à la fois économique mais aussi un gain moral, puisque ça permet de souder les grévistes et leurs familles et d'éviter que chacun se fasse des nœuds dans le cerveau en pensant à la misère. Une autre pratique fréquente, on peut voir sur le slide suivant, c'est les timbres de solidarité. Et donc demander en général aux adhérents qui ne sont pas en grève, mais ça peut aussi s'adresser un peu au-delà, de verser une somme exceptionnelle en soutien d'un conflit précis. Donc là, c'est en 1910, je crois, j'arrive 14. Sur le slide suivant, on voit que ça a été repris aussi par la Fédération des métaux. Là, c'était un timbre spécifique pour les soupes communistes. 1919, on est vraiment à la veille de ce qui nous intéresse. Et puis, il y a aussi d'autres pratiques, mais je ne vais pas revenir en détail dessus, mais comme l'exode des enfants, qui était dans certaines grèves, d'envoyer les enfants de grévistes chez des familles militants d'autres villes pour alléger les souffrances, s'assurer qu'ils aient de quoi manger et enlever une préoccupation aux parents pour qu'ils puissent vraiment s'investir jusqu'au bout dans la grève. Euh, Et donc, je le disais tout à l'heure, mais un des facteurs clés sur la période de l'entre-deux-guerres, c'est la concurrence. Et j'ai dit entre CGT et CGTU, mais il faudrait aussi rajouter la CFTC qui se crée à cette période. Et donc, il y a d'ailleurs un congressiste des métaux de 1927 qui le dit de manière très, très explicite. Je vous lis un extrait de texte de congrès, enfin, d'une intervention. La concurrence des syndicats réformistes, la concurrence des syndicats chrétiens, tout cela nous a obligés à envisager déjà depuis quelques années la création dans nos propres syndicats de caisses de chômage et de solidarité. C'est vraiment l'idée que si la CGTU ne le fait pas, il y a le risque de se faire prendre ses syndiqués par des syndicats qui le feraient. Et ça a notamment été le cas dans le Nord, où les syndicats belges, eux, ont des caisses de solidarité très solides et très établies depuis longtemps. Et il y a beaucoup de travailleurs du textile, par exemple, qui se posaient la question de plutôt adhérer au syndicat belge qu'au syndicat français, parce que voilà, là-bas, ils avaient une assurance. Pour passer donc au concurrent principal, qui est la CGT confédérée, euh, on a vu dans les graphiques que ça avait pas mal discuté de caisse de grève avant la Première Guerre mondiale. En fait, dès la scission, la CGT confédérée en discute beaucoup moins. Elle est en réalité beaucoup moins préoccupée par la grève en général. Euh, il y a juste en 1925 où ça en discute pas mal, mais ça discute en fait d'une collecte qui est faite pendant le congrès. Et la quasi-totalité des interventions, c'est des congressistes qui ne sont pas d'accord avec la méthode de collecte qui est proposée. Donc, ce n'est pas non plus un grand débat stratégique. En fait, la CGT se fait principalement ce que faisait la CGT d'avant-guerre, c'est-à-dire faire transiter les collectes par le niveau confédéral pour les réadresser aux grévistes, mais sans mener de campagne elle-même d'activité de solidarité ou
timbres spécifiques. Et par contre, en 1923, la CGT confédérée modifie ses statuts et ça va rester en vigueur dans les statuts confédéraux jusqu'en 1969. Donc c'est vraiment une modification d'importance qui dit, c'est l'article 19, qui dit que les fédérations d'industrie ont leur pleine autonomie administrative. Elles fixent leurs cotisations selon les services, caisses de chômage, de grève, sous du soldat, etc., qu'elles auront constitués en leur sein. C'est-à-dire que la solidarité financière avec les grévistes dans la CGT confédérée, mais aussi dans la CGT unifiée d'après-guerre, est essentiellement renvoyée à des solidarités corporatives et à l'idée que c'est chaque fédération fait comme elle l'entend. Pour le livre, c'est des caisses permanentes. Pour d'autres, c'est vraiment une opposition permanente. Mais bon, ça cohabite, disons. Et donc Jouot dit à peu près la même chose à l'époque, puisqu'il écrit par exemple que voilà, la CGT ne dispose que d'un budget de propagande et d'administration. C'est dans le sein de leurs diverses fédérations que les travailleurs doivent s'attacher à prévoir la constitution de caisses de résistance qui leur seront nécessaires. Si on passe au slide suivant, on va voir que par contre, dans certaines fédérations de la CGT confédérée, ça se passe différemment, parce que là, ça compare les fonds collectés et reversés à des grévistes par la Confédération en rouge, la métallurgie en jaune et le livre en vert. Et donc on voit que sur les 2 premières années, c'est à peu près équivalent, qu'en fait, il y a 2 années de pic très important de collecte confédérale, c'est 1931-1933, et donc c'est de très très loin supérieur à toutes les autres années, alors qu'à ces dates-là, les solidarités fédératives restent à peu près les mêmes. Et par contre, vers la fin de la période, on voit que ça diminue, sauf le livre qui augmente de manière assez importante, mais que la solidarité confédérale, par exemple, voilà, revient à un niveau quasi nul à la fin de la période. Donc c'est en particulier une période où la Confédération est en conflit financier avec plusieurs fédérations et qu'elle reproche, la direction confédérée reproche aux fédérations leur particularisme et l'idée que chaque organisation garde les fonds pour elle-même alors qu'il faudrait les centraliser. Et donc c'est parfois des tons de menaces. Par exemple, un dirigeant confédéré dit aux représentants fédéraux: les événements vous obligeront, pour pouvoir résister au patronat, à abandonner le particularisme syndical. Ou alors, vous voulez bien de l'argent dans vos caisses corporatives, mais vous ne voulez pas d'argent dans la caisse qui est véritablement la caisse syndicale, celle de la CGT. Donc, il y a vraiment ce conflit de partage, de redistribution des ressources, où les syndicats riches restent riches et les syndicats pauvres ne bénéficient pas du tout de solidarité financière. Il y a dans quelques publications confédérées des listings des services assurés par les organisations, des espèces d'annuaires de services des UD et des fédérations. Pour les UD, sur les 90, il y en a 13 qui ont mis en place des caisses de grève. C'est parmi les grosses, puisqu'il y a le Nord, les Bouches-du-Rhône et la Loire inférieure pour les plus grosses. Mais donc ça reste un phénomène très minoritaire au niveau des UD. Alors que pour les fédérations, sur 38 fédérations, il y en a 19 qui mettent en place des caisses de grève recensées de cette manière-là, parmi lesquelles le bâtiment, le livre, le textile, le sous-sol, les métaux, l'éclairage, les cuirs et peaux, et même les cheminots en 1932. C'est vraiment en fait, les grosses fédérations. Et donc là encore, on voit que dans la CGT confédérée, c'est vraiment une prérogative fédérale et corporative, la solidarité, beaucoup plus que des unions départementales, par exemple. Et il y a même à certaines occasions un débat qui émerge sur la création d'une caisse confédérale. C'est proposé de manière répétée par des congressistes en 22, 25, 29, 31, et à chaque fois, c'est mis de côté, même pas débattu. Un délégué se plaint que sa proposition a été tout simplement enterrée. Et pourtant, la pratique principale, qui est celle des souscriptions, petit à petit, elle fait quand même l'objet de grosses critiques, puisqu'on n'est jamais sûr de combien on va récupérer. Il y a plein de souscriptions en parallèle, puisque chaque organisation, chaque syndicat qui fait grève lance sa propre souscription, donc elles sont en concurrence. Et donc, un dirigeant se plaint, par exemple, des procédés primitifs et irréguliers des appels à souscription.
Les appels à la solidarité, les listes de souscription sont des moyens qui ne sont pas dignes d'une classe ouvrière régulièrement organisée. Et donc ça, c'est un argument assez classique du livre, qui est l'idée que un certain niveau d'organisation et de respectabilité permet de mieux se faire entendre des employeurs et d'inspirer confiance. Et pour ça, il ne faut pas quémander. Donc, ça renvoie vraiment à la solidarité, à une forme de mendicité, alors que d'autres organisations désaccord. Mais là, ça devient un discours quasiment confédéral, en fait, à cette période-là, et notamment dans la bouche de Jouot. Il y a même un vœu qui est adopté en 1931 pour la création d'une caisse centralisée, mais qui n'est pas suivi des faits. Mais par contre, qui crée une notion intéressante. Je vous lis rapidement le texte qui a été voté. Considérant que la solidarité dans les grèves est du ressort fédéral, mais que la CGT se doit une solidarité entière à l'égard de tous les mouvements ouvriers en préparation ou en exécution, elle retient la création d'une caisse confédérale de résistance avec caractère de réassurance et en demande la mise à l'étude par le bureau de la CGT. La notion nouvelle là-dedans, c'est celle de réassurance. C'est l'idée que la caisse confédérale ne centralise pas l'argent, mais elle est là pour refinancer les caisses fédérales ou locales qui auraient dépensé tout leur avoir. Et donc, c'est un montage financier, disons, où la Confédération assume les risques quand ils se présentent, mais ne fait pas non plus l'animation du travail de solidarité. Et donc, en fait, c'est une notion qui va réapparaître après-guerre dans les textes de la CFTC. Et en fait, ce sera ça le modèle sur lequel se crée la caisse de grève qu'on connaît aujourd'hui à la CFDT. Pour finir dans l'histoire de la CGT confédérée, il y a une occasion manquée importante, qui est au moment de la grande grève du Havre. Non, je confonds. Au moment de la grève contre le consortium textile du Nord, donc dans ces années-là, en 1931, il y a 500 000 francs qui restent en reliquat après que la solidarité collectée ait été reversée aux grévistes. Et donc, sur cette année-là, il y a à la fois des fonds accumulés et la volonté de créer une caisse. Et pourtant, ça n'a aucune suite. Et donc, c'est le moment où la CGT confédérée aurait pu se doter d'une caisse de grève centralisée. Et donc, pour récapituler les quatre grands principes qui caractérisent les confédérés à l'époque là-dessus, c'est donc le transit des fonds, le simple transit des fonds par la Confédération, qui sont envoyés par des sections reçues par la Confédération et renvoyées aux grévistes. L'organisation de grandes souscriptions dans des conflits assez rares, en l'occurrence en 1931 et 1933, ou justement lors des grèves du Havre. La délégation aux fédérations de tout ce qui est mise en place de caisses permanentes et donc solidarité organisée, et la mise à l'écart de toute proposition sérieuse de caisse confédérale. Voilà pour finir sur la CGT confédérée. Et donc ça donne quand même un peu des éléments pour comprendre comment la CGTU doit se positionner justement dans le cadre de cette concurrence. Avec une différence de fond, c'est qu'à la différence des confédérés qui sont déjà à l'époque très intéressés par la présence dans les cadres de réunion, le proto-paritarisme et la négociation, la CGTU fait de la grève vraiment sa ligne stratégique. Pour reprendre l'expression de Bernard Badi, c'est la formulation d'éphémères modèles de stratégie gréviste. Et donc, Michel parlait, lui, du caractère expérimental des pratiques de la CGTU, et on retrouve vraiment ça sur la pratique des caisses de grève, puisqu'il y a à la fois la volonté de définir une stratégie et de se doter d'outils adaptés en permanence, mais il y a aussi une notion importante de bricolage et de changement de braquet très fréquent, en particulier pour suivre les réorientations de l'ISR et de la Troisième Internationale. Il y a en particulier les grands tournants, donc qui est la recherche du front unique avec les réformistes, puis la tactique classe contre classe, puis les fronts populaires. Et en fait, à chaque fois, il y a une pratique différente de la caisse de grève et une architecture institutionnelle qui n'est pas la même, avec quand même en moyenne un sujet qui revient beaucoup plus qu'à la CGT confédérée, puisque sur les congrès de CGTU de l'époque, c'est en moyenne évoqué 17 fois à chaque congrès, et avec certains pics. Par exemple, en 1927, il y a 37 interventions
qui parle de financement des grèves pendant le congrès. Exactement, c'est le congrès sur les places actives. Et c'est vrai aussi au niveau des fédérations, puisque par exemple la Fédération unitaire de la métallurgie aborde le sujet en moyenne 28 fois par congrès, et en 1922 jusqu'à 60 fois. C'est vraiment un des sujets principaux de discussion. On le sait que la CGTU fait des grèves une priorité et s'investit beaucoup. Il y a des exemples assez tôt. Je sais que Théo connaît bien l'exemple de Douarnenez, où la CGTU envoie des commis voyageurs dès le départ, Lucie Colliard, Charles Tillon, entre autres. Publie ensuite des brochures de bilan où elle met en valeur les pratiques de solidarité. Par exemple, dans la brochure publiée par Lucie Colliard, il y a un dialogue entre une gréviste et une militante et qui reconnaît que pour être digne de la magnifique solidarité de l'ISR, nous tiendrons jusqu'à ce que les patrons plient, et quand d'autres travailleurs lutteront contre leur patronat, nous les aiderons aussi de nos sous. Il y a beaucoup cette idée de réciprocité, d'avoir reçu et de du coup, s'engager à donner à son tour. Et donc ça, c'était largement hérité des premières années du mouvement ouvrier. Mais il y a aussi un autre fil rouge qui apparaît à ces périodes-là, qui est la mise en valeur d'autres couches sociales que simplement le milieu ouvrier ou les organisations ouvrières. Il y a par exemple dans la brochure qui est signée Renou et Simonin dans la Bibliothèque de l'Humanité, la mise en valeur des dons volontaires des paysans et des marins. Et donc ça correspond très précisément à la stratégie de l'époque, qui est celle du bloc ouvrier et paysan, qui a vocation à regrouper autour du monde ouvrier d'autres couches sociales, en partie les mêmes intérêts, en tout cas dans la manière dont on s'est avancé. Et en fait, ça déclenche un débat, parce que dès l'époque, des militants de la révolution prolétarienne, donc du courant syndicaliste révolutionnaire, sont opposés à cette mise en valeur et déclarent par exemple la solidarité aux grévistes, c'était à la classe ouvrière seule de l'assurer. Et donc l'idée qu'il il faut pas s'appuyer sur d'autres couches sociales, mais au contraire essayer de regrouper uniquement les forces ouvrières. Et donc c'est un sujet de débat assez tôt dans la CGTU. Par exemple, la première trésorière, Marie Guyot, intervient à plusieurs reprises là-dessus. On voit ça dans les comptes rendus qui sont publiés dans la vie syndicale. Par exemple, elle se demande si la caisse de grève peut fonctionner en période ordinaire de la même façon qu'elle a fonctionné pendant les grèves du Havre. Il y avait eu un gros afflux de dons. Et finalement, elle se résigne à l'idée qu'avec le reliquat de la caisse centrale, la CGTU ne viendra en aide qu'aux grévistes des grands conflits. En fait, on y reviendra, mais ces grands conflits sont petit à petit théorisés. Et donc, ce n'est pas n'importe quelle grève qui mérite, ou en tout cas qui peut prétendre à la solidarité financière. Et donc, ces grands tournants de l'ISR se traduisent en fait par trois caisses différentes qui se succèdent dans l'histoire de la CGTU. Il y a cette fois, donc, à partir de 1922, et c'est là qu'il y avait un reliquat lié à la grève du Havre, il y a un reliquat de 300 000 francs. Et donc, contrairement à ce que va faire la CGT confédérée peu après, là, la CGTU profite de ce reliquat pour immédiatement se doter d'une structure qui va pouvoir gérer la solidarité financière et qui va s'appeler le Fonds de résistance, mis en place en 1925, pendant uniquement 2 ans. En fait, on va voir qu'à chaque fois, les expériences se succèdent à un rythme très, très serré. Et donc là, dans le congrès de 1925, il y a un long passage. Je m'excuse de sa longueur, mais je pense qu'il vaut vraiment le coup que je vais vous lire pour voir la manière dont la CGTU théorise le rôle de la solidarité financière et la manière de l'organiser. Pour organiser rationnellement la solidarité, nous nous sommes arrêtés à une conclusion. Il ne peut plus être question d'avoir recours seulement aux expédients, aux moyens d'infortune qu'on emploie habituellement en période de grève, l'appel aux souscriptions, appel qui survient presque toujours immédiatement lorsqu'une grève est déclenchée par des organisations qui n'ont pas les ressources suffisantes pour satisfaire aux besoins de ces grèves. Il faut absolument substituer à ce système défectueux un système beaucoup plus rationnel qui consiste à agglomérer dans les caisses syndicales, aux divers échelons de la structure confédérale, aux syndicats, à l'Union, à la Fédération et à la Confédération, des fonds de résistance pour subvenir aux besoins des grèves.
Il n'est pas de système plus rationnel que celui qui consiste à incorporer à la cotisation syndicale des contributions qui doivent servir à alimenter ce fonds de grève. Donc, il parle de relèvement des cotisations syndicales. Au fond, un seul argument valable peut être opposé aux mesures que nous préconisons. C'est la concurrence qui peut être faite aux organisations unitaires par les organisations réformistes ou autres. L'ouvrier non organisé qui aura à choisir entre deux organisations, s'il n'est pas animé par des convictions bien établies, s'il n'obéit qu'à la simple nécessité du regroupement, choisira presque toujours l'organisation qui lui demandera le minimum de sacrifice. Et pour conclure, le rapport traite bien de deux cas bien distincts: des ressources stables incorporées à la cotisation pour la période ordinaire, supposant des grèves comme celles qui se déroulent habituellement, et des ressources exceptionnelles pour les mouvements d'envergure et de durée, pour les grands mouvements. Il est impossible que les 600 000 syndiqués de la CGTU payent pour les 11 millions de travailleurs de France. Et il est tout à fait normal qu'en période exceptionnelle de grands mouvements, on fasse appel à la solidarité des non-syndiqués. En période de grève, il est de coutume, parce que nous sommes généreux dans la pratique de la solidarité, de donner des secours équivalents aux syndiqués et aux non-syndiqués. Cependant, il y a dans ce procédé une flagrante anomalie. Par conséquent, nous voulons non seulement faire entrer dans les mœurs la pratique de la solidarité pour les syndiqués, mais aussi chercher à obtenir des non-syndiqués qui consentent des sacrifices en échange des secours que leur accordent les organisations lorsqu'ils sont engagés dans les grèves. Et donc on voit qu'il y a à la fois l'idée de combiner des collectes et des caisses permanentes, au lieu de les opposer, comme ça a été le cas dans la plupart des débats antérieurs. Et la raison de les combiner, c'est parce qu'en fait, chacune va servir à quelque chose de différent. Les fonds accumulés par les syndiqués serviront aux syndiqués et seront avec une certaine garantie de montant. Et les fonds collectés pendant les grèves, eux, iront aux non-syndiqués. Et avec l'idée voilà, qu'il faut faire appel à la solidarité plus large que simplement les adhérents. Et on voit aussi dans cet extrait, il y a un mot qui revient le plus souvent, c'est rationnel. Et donc, il y a vraiment cette obsession des militants communistes de l'époque pour que tout réponde à un plan stratégique logique et bien ficelé. Euh, Et, et on voit aussi que c'est une stratégie qui vise à se décliner à tous les échelons, la Confédération, mais aussi les fédérations, les UL, les syndicats locaux, une sorte de pyramide de caisses de grève. Voilà. En tout cas, ça, c'est la manière dont c'est présenté et imaginé, euh, notamment pour voilà, essayer de se montrer utile aux grévistes et avec l'idée en gros que ce qu'on perdrait comme adhérent à cause des cotisations élevées, on pourrait le regagner en étant ceux qui amènent la solidarité financière pendant la grève. À peu près à la même période, il y a une autre élaboration qui reprend une bonne partie des mêmes éléments, qui est une brochure écrite par Vassar, qui est secrétaire de la Fédération des métaux. On peut le voir sur le slide suivant, qui s'appelle donc la stratégie des grèves. Et donc là, qui présente à la fois des grands principes généralisables, mais aussi une grosse insistance sur la souplesse tactique et l'idée que ces principes ne s'appliqueront pas de la même manière dans toutes les grèves, dans toutes les configurations, et que ça ne sert à rien voilà, d'avoir un plan trop bien ficelé. Mais donc c'est la même logique que jusque-là, la grève était un peu trop artisanale et qu'il faut une méthode plus étudiée. Et donc il s'appuie sur certains exemples récents, notamment La Ferté-Macé, Château-Regnault, qui ont été des grandes grèves de la métallurgie à l'époque. Et notamment, ça reprend l'idée d'une carte spéciale de solidarité. Et notamment pour l'exemple de Château-Regnault, donc il y avait une grève de 35 000 métallurgistes. Vassar fait un calcul assez précis, puisqu'il dit puisqu'il faut environ 12 000 francs par semaine pour organiser des secours suffisants, chaque syndiqué aura à fournir régulièrement une somme qui ne pourra être inférieure à 3 francs par semaine. Il aura à se débrouiller pour récupérer ces 3 francs près de ses camarades d'atelier non syndiqués. Et ça évoque aussi le placement des grévistes et l'exode des enfants, pour conclure sur l'idée que chaque mouvement ayant ses aspects particuliers ne peut pas fixer de règles absolues. Et donc c'est quand même assez précis, notamment ce chiffrage des objectifs que chaque gréviste, chaque adhérent doit récolter autour de lui. Bon, je ne crois pas que ces objectifs aient été atteints une quelconque occasion, mais en tout cas, il y a l'effort de préciser. Donc là, on arrive à la période où il y a un nouveau tournant à l'échelle internationale.
qui est celui qui va donner le débat sur le syndicalisme à base multiple en 1927. Euh, alors que pourtant, il y avait une hostilité très ancienne aux services syndicaux en dehors de la Fédération du Livre. Euh, mais il y a là la volonté de se réimplanter, essayer d'imaginer du syndicalisme de masse, et du coup, en intégrant la mutualité, les activités de type mutuel à l'intérieur même de la structure syndicale. Et en fait, ça n'est possible d'opérer ce virement que parce que la CGTU est déjà centralisée, disciplinée. Euh, et donc, un tournant impulsé par le sommet de l'ISR, en l'occurrence, c'est André Snin, qui, juste avant qu'il bifurque vers la dissidence trotskiste, c'est lui qui théorise cette idée de base multiple et en tout cas pendant une certaine période, la volonté de collaborer avec des syndicats réformistes dans le cadre de la stratégie de front unique. Il y a un autre facteur déterminant qui a été évoqué surtout à la dernière séance pour expliquer ce tournant-là, c'est l'imminence du vote de la loi sur les assurances sociales, qui est soutenue par la CGT confédérée. Et donc les dirigeants de la CGTU se sentent obligés d'inventer une formule de solidarité qui ne laisse pas cette valeur-là cardinale à l'État et à la CGT confédérée. Donc il faut qu'eux-mêmes, sans forcément soutenir de manière très entière la réforme, aient une alternative à proposer. Et donc c'est l'idée d'une grande caisse, la Caisse nationale de solidarité ouvrière, Caisse nationale syndicale de solidarité ouvrière, la CNSSO, qui ferait à la fois des secours de grève, de chômage, de maladie, d'accidents, des soins médicaux. Euh, et donc, c'est en fait tout le champ de la protection sociale qui rentrerait en ligne de compte, même s'il est quand même précisé, je cite, cette fois c'est le compte-rendu du congrès de 1927, il n'a jamais été dans notre intention, en formant le projet de caisse de solidarité, de supprimer les souscriptions qui, dans les grèves, doivent apporter au prolétariat non organisé la solidarité de la classe ouvrière. Il y a l'idée de faire à la fois cette caisse multi-service pour les adhérents, mais de continuer les collectes pour les grévistes non syndiqués. C'est en gros la continuité de la ligne antérieure. Donc, le débat est très riche dans le congrès de 1927. Il s'inspire notamment, là encore, des syndicats belges, puisqu'il y a des délégués du textile de Halluin dans le Nord qui prennent fortement cet exemple-là. Et en fait, c'est le même secteur qui va être à l'origine de la caisse de la CFTC. C'est aussi le textile d'Halluin qui s'inspire de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. C'est un débat qui ressort des références anciennes des débats internes, par exemple la référence à Quefer, le dirigeant du syndicat du livre, qui était vraiment la figure repoussoire du réformisme à l'époque, et qui devient un modèle de construction syndicale solide pour des militants de la CGTU. C'est une volte-face assez surprenante, alors que Yvetot, par exemple, qui était le syndicaliste révolutionnaire, est renvoyé à l'idée de minorité agissante et d'anarcho-syndicalisme. Il y a un sous-débat assez surprenant dans ce congrès-là sur la notion de bureaucratisation, puisqu'on on aurait pu se dire que la volonté de créer une très grosse caisse centralisée, ça présenterait un risque de bureaucratisation qui serait discuté ou combattu par exemple, les syndicalistes révolutionnaires, mais pas que. Et en fait, il y a une inversion complète de l'accusation, disons, puisque je vous lis un passage d'un dirigeant. Le gros danger de la déviation réformiste des caisses de solidarité, ce serait la constitution de caisses anarchiques, autonomes et répandues un peu partout dans les mains de camarades qui pourraient se bureaucratiser. Et l'idée que la bureaucratisation, ce ne serait pas la centralisation, la construction d'un appareil très pyramidal, mais au contraire, le fait que ce soit très localisé et peu cadré politiquement. Et que ce serait ça la condition de la bureaucratisation. Euh, et, et donc, il y a aussi une conscience très claire qu'il y a une inversion des rôles par rapport aux périodes antérieures et que ça aurait pu être la CGT réformiste qui aurait mis ça en place auparavant et ça aurait été assez logique par rapport
son organisation. Mais par exemple, on a un passage dans le même coudray qui dit c'est la CGTU, c'est l'organisation syndicale révolutionnaire du prolétariat qui actuellement modifie son organisation sur la forme des bases multiples, alors que c'est l'organisation conservatrice, l'organisation de pénétration bourgeoise dans le prolétariat, donc la CGT confédérée, qui laisse de côté cette question. Et donc ça laisse l'idée qu'il ne peut pas y avoir deux confédérations qui mettent en place des caisses de solidarité en même temps. L'idée que si la CGTU le fait à ce moment-là, c'est parce que ce terrain a été délaissé par les confédérés. Et de la même manière, auparavant, il y avait le livre le faisait, mais pas les métallurgistes. Donc il y a l'idée que dans le champ syndical, le, la concurrence fait qu'il y a en fait la place quasiment que pour une organisation qui jouerait ce rôle-là. Après-guerre, ça deviendra la CFDT. Alors que dans des champs syndicaux d'autres pays, je parlais tout à l'heure des États-Unis, de la Belgique ou de l'Angleterre, toutes les grandes organisations ont leur caisse de grève, ont leur service. Mais bon, voilà, en France, il n'y a jamais eu de période de généralisation de cette manière-là. Et donc, pour finir sur la CNSSO, les bases multiples, le bilan, malgré la richesse des débats, le bilan est très maigre, puisque 2 ans après, il y a 1800 adhérents, donc on compte plusieurs dizaines, centaines de milliers d'adhérents à la CGTU. Et donc, ça, a priori, ça n'aura existé que sur le papier. Euh, et d'autant qu'en fait, dès 1929, il y a un nouveau tournant qui laisse à nouveau ça de côté, euh, puisque ça va être le tournant de la tactique classe contre classe. Même si à l'intérieur juste avant, pour finir sur la CNSSO, il y avait à la fois la volonté de couvrir plusieurs risques, donc grève, chômage, maladie, vieillesse, mais aussi quand même une prime accordée à la grève qui restait la fonction principale de la caisse en réalité. Et par exemple, en 1928, sur 940 000 francs qui transitent par cette grande caisse de solidarité, 95% sont dédiés au secours de grève, ce qui ne laisse pas grand-chose quand même pour les trois autres catégories. Euh, Et ça donne lieu aussi à un débat interne à la CGTU, où cette fois, les militants de la révolution prolétarienne s'attribuent la paternité du projet de caisse confédérale en reprochant aux militants communistes en gros, d'avoir noyé la solidarité de grève dans un outil qui prend aussi en compte la maladie et d'autres enjeux, alors qu'il faudrait se centrer exclusivement sur la grève. Euh, Et donc, alors que les mêmes syndicalistes révolutionnaires étaient opposés à Que faire et au livre pas si longtemps avant, en fait, 10 ou 15 ans plus tard, ils se campent en défenseurs principaux de la caisse de grève exclusive. Et donc, ces débats-là sont à nouveau oubliés quand se tourne la page des bases multiples pour la tactique classe contre classe. Là encore une brochure qui donne la nouvelle ligne sur les caisses de grève. C'est le slide suivant, c'est la brochure de Losowski qui s'appelle La grève est un combat, essai d'application de la science militaire à la stratégie des grèves. Euh, Même la simple pochette est déjà tout un enseignement à la une. Euh, et donc Losowski, dans cette brochure, rompt avec pas simplement la période antérieure, mais aussi la période encore avant, c'est-à-dire que c'est pas simplement un retour avant les bases multiples, c'est la rigidification de la tactique. Et donc là, en fait, c'est un manuel de grève qu'on est censé suivre de manière tout à fait fidèle. Euh, et donc, c'est un tournant assez autoritaire quand même dans la manière dont les instances internationales fonctionnent. Euh, et donc, dans cette nouvelle tactique, je vous lis à nouveau un extrait. La question des secours pendant les grèves joue un rôle très considérable. Juste, c'est une brochure internationale qui a vocation à être appliquée partout, dans tous les pays, de la même manière. Étant donné que les syndicats réformistes sabotent le mouvement et considèrent souvent les grèves déclenchées comme des grèves sauvages, afin de ne pas verser de secours aux grévistes, étant donné que les réformistes ne tiennent nul compte des ouvriers non syndiqués et leur refusent tout secours,
la tâche de l'opposition syndicale et des comités de grève est de se procurer le maximum de fonds pour secourir les grévistes et les lockouter. Dans ce but, il est nécessaire, 1, d'exiger du syndicat qu'il délivre des allocations à tous les lockoutés et grévistes. 2, d'exiger du syndicat qu'il délivre des fonds déterminés par le secours, pour le secours aux non-syndiqués. 3, organiser des collectes spéciales parmi les ouvriers du pays tout entier et verser des allocations aux syndiqués aussi bien qu'aux non-syndiqués. 4, faire participer à ce travail le Secours ouvrier international. 5, il faut porter particulièrement attention sur l'utilisation des coopératives pendant les conflits économiques. Dans ce but, il est nécessaire de briser la résistance des fonctionnaires de la coopération qui considèrent que les lockouts et les grèves ne les regardent pas. 6, dans les municipalités et au Parlement, il faut exiger des secours pour les ouvriers en lutte et leurs familles. Donc on voit à la fois que c'est un tournant très sectaire, où tous les autres courants du mouvement ouvrier deviennent soit des gens à briser, soit des saboteurs, soit des... Et donc il n'y a plus qu'une seule ligne à appliquer. Il y a par contre, contrairement encore aux périodes précédentes, la volonté de diversifier la palette d'intervention et d'intervenir pas simplement dans les milieux ouvriers, mais aussi dans les organisations, les coopératives, au Parlement, dans les municipalités. Il y a l'idée de déployer des campagnes de solidarité larges et notamment d'y faire jouer un rôle important à cette nouvelle structure dont s'est doté le mouvement communiste international, qui est le Secours ouvrier. Et donc, j'envoie la thèse de Corentin Lahut, je ne sais pas s'il était intervenu dans le cadre du séminaire. Et donc, il y a plusieurs passages dans les congrès de la CGTU qui précisent le rôle du secours ouvrier et notamment ce que son rôle n'est pas. On a notamment un dirigeant qui dit le SOI n'est pas une organisation de charité, le SOI n'est pas une organisation humanitaire, le SOI n'est pas une armée du salut rouge. Le SOI est l'organisation sœur des syndicats révolutionnaires. C'est l'organisation qui s'occupe des secours à apporter aux grandes grèves des masses dont le résultat importe à l'ensemble de la classe ouvrière. Et, voilà, des soutiens pour les grèves de masse revêtant un caractère politique. Donc en fait, petit à petit se précise le rôle quels sont les grands conflits que ces caisses arrivent à soutenir. Et donc en fait, c'est moins une solidarité permanente pour chaque grève que des militants de la CGTU arriveraient à construire là où ils sont, et beaucoup plus des outils de grandes campagnes politiques quand des grèves secouent l'opinion. Donc je parlais du Havre ou du textile, c'est vraiment ça les conflits clés. Et donc là encore, on a dans la ligne stratégique qui est formulée à l'époque, en 1932, l'idée d'un effort d'élargissement pour rassembler pas simplement la classe ouvrière, mais aussi d'autres couches de la population, les classes moyennes, les petits commerçants, les chômeurs. Et donc ça, c'est aussi largement pris en charge par le SOI. Voilà pour les suites des congrès et des débats internes. Une dernière dimension que je veux aborder, c'est sur cette notion de concurrence entre CGT et CGTU. Et on peut pas mal l'apercevoir par les données budgétaires, justement, puisque ces deux organisations qui sont intervenues a priori sur les mêmes périodes et en large partie sur les mêmes conflits, et qui, à chaque fois, ont lutté pour être plus que l'autre l'incarnation de la solidarité. Pour citer Michel encore dans un autre article, l'idée que chaque choix a sa contrepartie budgétaire. Et donc, on peut tout à fait voir l'importance accordée aux grèves, par exemple, en étudiant les budgets confédéraux. Donc, si on voit sur le slide suivant, j'ai comparé les versements CGT et CGTU sur la période, avec un trou en début de graphique, en 1920, je crois qu'il manquait les données budgétaires. Mais donc, on voit en fait que les premières années sont très équivalentes. Ça diverge un peu autour de 1929, où la CGTU prend le devant. Et par contre, on avait vu tout à l'heure les deux pics de 1931 et 1933 pour la CGT qui sont toujours importants, même comparés à la CGTU. Et de manière intéressante, par contre, on voit que les deux courbes convergent vers un point quasi nul en 1935.
Euh, et donc, en fait, le moment de la réunification, et ce qui permet aussi à cette question-là d'être consensuelle, c'est qu'en fait, il n'y a plus vraiment en tout cas à ce moment précis-là, il n'y a plus vraiment de grosses activités de collecte. Et donc voilà, on voit que sur l'ensemble de la période de concurrence, il y a des dynamiques qui divergent toutes les quelques années. Et aussi une grosse variation du total, puisque en 1935, par exemple, il y a 92 000 francs au total qui est collecté par les deux organisations cumulées, alors qu'en 1923, par exemple, c'est 1,5 million de francs. Et donc, on voit que voilà, selon la puissance des grèves, c'est pas du tout le même type de solidarité qui est réuni. On peut remarquer aussi sur ce graphique que la vague de grève de 1919-1920 passe quasiment, alors pas inaperçue, mais qu'en tout cas, c'est pas à ça que ça obéit essentiellement. Et en fait, le facteur clé, c'est la durée des grèves. Et c'est vraiment plus à ça qu'à l'idée de vague de grève que ça obéit. Puisque les années où la durée moyenne des grèves est la plus longue, c'est 1928, 32, où c'est 34 jours et quelques. Et c'est vraiment ces années-là où les collectes sont les plus importantes. Et je parlais tout à l'heure des grandes grèves, et notamment des grandes grèves du textile dans le Nord. Et en fait, les deux pics, c'est vraiment exclusivement ça. C'est les grandes grèves contre le consortium textile qui sont les principaux efforts de solidarité financière sur l'ensemble de la période. Bon, on voit que la CGTU n'arrive pas au niveau des confédérés là, même s'il y a aussi du travail qui a été fait. Mais c'est vraiment ça euh, le secteur clé de la solidarité financière sur cette période-là, c'est le textile, alors que à d'autres périodes, ça aurait pu être les cheminots, par exemple, dans les dernières décennies par rapport à aujourd'hui, les métallurgistes au cours des 30 Glorieuses, les mineurs à certains moments, mais là, c'est vraiment le textile. Et donc, pour conclure, euh, au fil des congrès, des débats internes, la CGTU s'est entièrement convertie à la pratique des caisses de grève, même si la formule, l'architecture institutionnelle a pu varier. Il y a de manière quasiment ininterrompue des caisses de grève permanentes qui ont été construites et financées au niveau confédéral. Euh, et c'est par exemple une déclaration même de Benoît Frachon en 1933 qui dit en congrès, il faut réhabiliter chez nous la solidarité financière, assurer du pain à ceux qui luttent ainsi qu'à leurs familles n'est pas une question secondaire. Donc c'est vraiment la direction, le sommet de la direction qui en fait une priorité. Euh, et peut-être juste pour finir, je les comparais, donc CGT, CGTU, mais en fait, il faudrait aussi les comparer avec un troisième acteur qui est le patronat, qui a en fait à cette époque-là se dote de ses propres caisses anti-grève, en particulier l'Union des industries de la métallurgie, des mines et de la métallurgie, l'UMM, qui crée, on va le voir sur le slide suivant, des sociétés d'assurance mutuelle contre la grève, et dont là aussi les indemnisations fluctuent beaucoup dans la période. Le premier pic au milieu du graphique, c'est précisément la vague de grève 1919-1920. Et le deuxième, c'est les grèves de 36. Et donc, en fait, à la différence des syndicats ouvriers qui n'arrivent pas exactement à mobiliser la solidarité financière enfin, quand il y a des vagues de grève, le patronat, lui, y arrive très bien. Et c'est vraiment ça qui rythme sa solidarité financière à lui. Et donc, vraiment, épilogue. En 1935, donc la réunification, des CGT-CGTU avec une incertitude sur laquelle des deux traditions prendra le dessus pour tout un tas d'enjeux stratégiques. Pour ce qui est de la solidarité avec les grèves, il y a une espèce de fusion en fait des deux traditions, puisque le comité confédéral de 1930 d'avril 37 dédie une discussion entière à la solidarité en cas de grève. Et donc Léon Jouot propose de créer, je cite, des caisses d'assurance
qui serait constituée par fédération. Une caisse de réassurance serait organisée par la CGT, qui est prête à y verser 1 million si un effort parallèle est fait par les fédérations. Donc on retrouve la notion de réassurance qui avait été formulée par les confédérés à l'époque, mais il y a aussi l'idée qu'il faut que les fédérations constituent des caisses et aussi les syndicats locaux, qui est vraiment une pyramide. Et donc ça, c'est plutôt l'acquis stratégique, disons, des débats dans la CGTU. Euh, Même si tout ça sert aussi, dans la bouche de Jouot, à contrôler l'activité gréviste, puisqu'il déclare en même temps qu'il ne faut plus que les grèves soient décrétées par n'importe qui et n'importe quand, car toute solidarité implique responsabilité et discipline. Donc, c'est vraiment l'idée de l'argent comme manière de tenir les troupes et de partir de manière ordonnée uniquement. Euh, et donc, même si c'est consensuel à l'époque, il y a, enfin, en tout cas entre ces deux traditions-là, il y a toujours des voix oppositionnelles qui s'expriment, et notamment la minorité syndicaliste révolutionnaire, puisqu'on a un délégué en 38 qui déclare en congrès: sachez que sur 54 millions de dépenses en cours au cours de ces 2 ans et demi, il n'a été versé que 409 000 francs pour venir en aide aux camarades grévistes, soit 7 francs 50 pour 1000, et cela dans une période d'intense activité gréviste. La disproportion fabuleuse entre les possibilités financières de la CGT et l'aide à nos camarades grévistes est une infamie. Et donc, encore une fois, donc, le courant syndicaliste révolutionnaire continue à essayer d'incarner les champions de la solidarité financière et du financement des grèves, alors que quand ils étaient en responsabilité, c'était exactement le contraire. C'était ceux qui condamnaient Que faire en particulier. Donc, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre sur ce qui se passe après-guerre, mais on a ces jeux d'opposition qui en fait se perpétuent, mais donc cette fois c'est plus CGT, CGTU, mais CFDT et CGT, et avec en fait très largement les mêmes arguments qui reviennent dans des bouches différentes, les mêmes qui avaient pu condamner l'absence d'aide aux non-syndiqués vont s'en faire les promoteurs et vice-versa. Et le débat revient, et moi c'est pour ça que je me suis lancé dans une thèse là-dessus, depuis 2016. En particulier, on a quand même un retour de ce débat-là qui se constate même dans le nombre d'interventions dans les CCF, dans les congrès confédéraux. Alors, j'ai dans la thèse le décompte jusqu'au tout dernier congrès. On voit que ça revient à l'ordre du jour. Et j'ai même eu la surprise de constater que la semaine de ma soutenance, c'était de manière, je crois, complètement indépendante, le site confédéral de la CGT a annoncé la création d'une caisse de grève nationale qui auparavant était intitulée caisse de solidarité. Donc ça ne change pas grand-chose. C'est le même fonctionnement, mais le vocable caisse de grève qui était condamné pendant plusieurs décennies comme lié à la CFDT est maintenant sur le site confédéral. Merci. Bien, merci Gabriel. Alors, il y a plein de questions, hein. Moi, je voudrais peut-être te demander d'entrer un peu dans les coulisses. C'est-à-dire que bon, tu nous as présenté les enjeux, les débats, les tentatives de solutions qui sont apportées. Mais est-ce que tu pourrais revenir sur le fonctionnement concret des caisses qui existent, d'une part, et d'autre part, comment, à partir de quand, parce que tu as lié, tu as bien montré que la question de la solidarité financière était posée à partir du moment où on entrait dans une certaine durée de grève. Euh, Comment fonctionne la distribution des produits des collectes? Est-ce que ça fait l'objet de débats? Est-ce que ça fait l'objet de statuts, en tout cas de règles, de normes fixées? Et au passage, les cartes de grève, voilà. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu dans ces coulisses-là et peut-être aussi nous dire le profil des militants qui se penchent sur ces questions? Parce qu'on a vu
on a bien saisi qu'il y avait des courants qui d'ailleurs pouvaient avoir des évolutions qui évoluaient selon les conjonctures, mais en même temps, peut-être, enfin moi je l'ai vu pour les bases multiples ou pour la question de la mutualité, c'est compliqué et le mouvement manque aussi de cadre pour gérer ça. Enfin, on peut peut-être collecter d'autres questions, hein. Oui. Vous voulez savoir quelle est l'ampleur ce qu'on appelait à l'époque, en particulier 1936, des ravitaillements des mairies ou autre chose. Donc, cela. Et puis, en 1936, qu'est-ce qu'on a pu constater comme solidarité concrètement en 1936? Est-ce que vous avez... Voilà. Ne poussons pas trop, Gabriel, à sortir de la période CGTU, hein, parce qu'il il y va volontiers. Moi, Non, non, mais d'accord. 36. Le 36, c'est bon encore. Non. De toute façon, pour 36, moi, j'ai pas vraiment de matériaux originaux précis là-dessus. Je sais que dans l'ouvrage de Jean Vigreux, il y a des éléments assez précis sur les solidarités et les ravitaillements assurés par les mairies. En fait, vu l'ampleur déjà un peu démesurée de la période étudiée par la thèse, je n'ai pas pu rentrer dans le détail pour chaque période. Euh, et pour les questions de Michel, en fait, étrangement, les seuls détails évoqués dans des congrès sur la manière dont l'argent est redistribué, c'est extrêmement rare. Moi, je n'ai trouvé que 3 extraits sur l'ensemble des archives que j'ai consultées. Et c'est à chaque fois après-guerre. Il y en a un qui date du milieu des années 60, un de la grève des PTT de 74, et le troisième entre les deux, ouais, soit début, milieu des années 60, pardon. Et à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est le sacrifice noble et ultime des grévistes à qui on distribue toute la somme collectée divisée de manière égalitaire, mais qui eux-mêmes remettent tout dans le pot commun pour tout donner aux plus nécessiteuses d'entre eux. Et donc c'est vraiment ça qui est mis en avant comme la solidarité suprême. Mais pour toute la période de la CGTU, je n'ai dans aucun des congrès vu de compte-rendu sur le calcul des reversements. Je pense que c'est quelque chose qui est très peu cadré et il n'y a pas de proposition de la part des directions, par exemple, dans les textes de congrès, mais ce n'est pas non plus raconté dans les comptes rendus d'activité. Euh, ce qu'on peut les hypothèses qu'on peut faire, c'est que c'est essentiellement dépendant du montant des sommes collectées et qu'il y a assez peu de situations où on peut donner à tout le monde. Euh, et donc, je pense que la logique de privilégier les plus en difficulté est a priori valable déjà à l'époque. Le pointage, par contre, sur les cartes de grève, j'ai commencé à voir ça évoqué. Alors, je ne pourrais pas dater de manière hyper précise, euh, mais je sais que la CFTC enfin, je crois avoir vu des photos de cartes de grève des années 40, non, des années 40, fin des années 30. Je pense que c'est entre 36 et 38 que j'ai dû voir ça. Je sais pas, il faudrait que je retrouve précisément. Euh, pour ce qui est de la CGTU même, non, carte de grève, j'ai pas vu de document de ce type-là. En tout cas, pas dans les congrès, mais peut-être que il y a beaucoup d'archives que j'ai pas du tout pu consulter. Euh, et pour ce qui est du profil des militants, en fait, moi, comme je me suis essentiellement basé sur les congrès, j'ai principalement des interventions de dirigeants, de figures même reconnues. Je parlais de Vassar tout à l'heure, qui est vraiment un des personnages les plus centraux là-dedans. En fait, pour en savoir plus, il aurait fallu que je me penche sur des exemples de conflits locaux. Ça aurait pu être Château-Regnault ou d'autres, mais voilà, encore une fois, l'ampleur des matériaux à analyser m'a plutôt empêché de faire ça. Pour finir, peut-être 36, je me disais que Théo aurait sans doute des meilleures réponses que moi.
Mais en fait, en 36, le problème a beaucoup moins d'importance que dans les conflits précédemment cités, parce qu'en fait, l'essentiel des conflits sont courts, ou si jamais ils se redéclenchent, c'est-à-dire prendre des occupations. Et d'ailleurs, si les conflits se redéclenchent un peu plus tard, en fait, ils sont relativement courts, et les conflits qui sont longs ont donc une part, enfin, il y a quelques conflits longs dans une marée de conflits relativement courts, et donc cette question de la solidarité, elle se pose assez différemment, puisque c'est pas un mouvement qui serait isolé d'un mouvement du reste de la classe ouvrière. Euh, Par contre, il y a une spécificité, euh, c'est le paiement des jours de grève qui se pose pas dans ces termes dans le reste des années 30, alors peut-être qu'il se pose dans des périodes antérieures, mais qui en fait est, alors dans la presse de l'UMM, dans les discours patronaux, c'est l'accusation d'une revendication révolutionnaire qui serait venue de la péninsule ibérique de, et de l'Espagne. En fait, il y a des paiements de jours de grève en 36 sur la base de l'entretien des machines. Alors, paiement de l'entretien des machines durant les occupations. Alors, c'est une façon de déguiser le fait qu'ils ne veulent pas payer les jours de grève et de trouver un motif. Mais cette question, elle est aussi en grande partie liée au fait qu'il y a extrêmement peu de fonds. Et donc, du coup, il y a un intérêt dans le contexte, alors peut-être français en général sur les 2 derniers siècles, en tout cas dans celui de l'entre-deux-guerres, au paiement des jours de grève, qui ne se pose pas du tout dans les mêmes termes en Belgique, aux États-Unis ou dans d'autres espaces, qui est lié à ce montant des fonds. Et justement, les mairies ont un rôle important en 36 en termes de financement, parce que les fonds à disposition sont sans aucune commune mesure avec les fonds syndicaux. Je voudrais insister sur un aspect sur lequel tu n'as pas terminé, mais il faut voir là les très très faibles montants de ces caisses. C'est-à-dire que 10 000 grévistes qui font grève pendant 3 semaines, on chiffre tout de suite en millions la nécessité de la solidarité, d'où le fait que ces caisses ont pas, enfin, par rapport aux fonds que des mairies peuvent donner sous des modalités différentes, parce que la mairie peut donner accès au fonds de chômage pour les grévistes et la mairie peut voter un budget propre et surtout quelque chose qu'on n'a pas du tout en tête, enfin en tout cas qui est un petit peu surprenant mais qui était évoqué dans l'intervention de Vassar, c'est les fonds de secours gouvernementaux. C'est-à-dire que un gouvernement peut voter le fait d'accorder des fonds dans des quantités très 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 supérieures à ce qu'une structure syndicale peut donner. quelques... et du coup, dans quelle mesure cette question des fonds gouvernementaux, elle est discutée et comment est-ce qu'elle est envisagée? Euh, Quelques questions. Est-ce que tu as croisé des discussions sur les caisses anarchistes ou sur des caisses liées à la CGTSR? Parce que quand on regarde, par exemple, l'exemple des grèves textiles du Nord en 1930-1931, ils ont leur propre caisse et en réalité, elles ne sont pas enfin, en proportion de ce qu'ils représentent évidemment hein, dans le Nord, mais par rapport à ce qu'ils représentent, ils ne sont pas du tout ridicules, notamment parce qu'en fait, ils ont un réseau de financement euh, basé notamment sur les ports. Il y a des fonds qui viennent du Havre ou Dunkerque ou d'autres espaces. Euh, L'autre aspect, c'est aussi moi quelque chose qui m'a marqué dans l'organisation des conflits, c'est qu'il y a la concurrence entre confédérations, mais lorsqu'il y a une grève, fréquemment les militants de la CGTU sont plus impliqués pour des raisons que tu as évoquées, mais ça arrive aussi que le trésorier du comité de grève soit en fait un confédéré qui a plus de pratiques, potentiellement plus de liens avec les coopératives locales et en fait à qui cette tâche peut être réservée, ou que des responsables confédérés ou des responsables socialistes, voire radicaux socialistes, versent dans une caisse de grève qui est elle-même tenue par des militants de la CGTU ou plus spécifiquement des militants du Parti communiste. Donc, est-ce que cette question, elle est envisagée enfin, en gros, est-ce qu'il y a une discussion sur la spécificité de la caisse de grève qui doit être absolument distincte dans le cadre d'un conflit? En tout cas, à l'échelle des grévistes eux-mêmes et la nécessité d'avoir des caisses de grève indépendantes, un peu dans la foulée de ce que tu as décrit sur Lozowski, avec l'idée qu'il y a une direction indépendante des grèves. En réalité, cette affirmation de direction indépendante des grèves, c'est aussi un message en interne par rapport au fait que ça ne correspond pas nécessairement à la pratique qui va être appliquée, enfin à la politique appliquée, même y compris en 1930 ou en 1931. Enfin, une autre question par rapport à ce qui peut être discuté, c'est
comment est-ce que se remplit cette caisse au moment d'un conflit? Par exemple, quelque chose en 36 qui est relativement marginal, mais qui existe néanmoins, c'est aussi le fait de vendre le produit de l'usine occupée, qui se pose à Douarnenez en 1925, puisque il y a un achat du poisson par le comité de grève à partir de janvier 25, alors sous une forme spécifique liée à l'industrie locale. Mais le fait qu'il y ait une prise en charge d'une activité économique en fait par le comité de grève, alors évidemment beaucoup plus en termes de message politique qu'en termes de remplissage de la caisse, est-ce que c'est des éléments qui sont rentrés en compte? Euh, alors sur la CGT-SR et les anarchistes, j'ai aucun élément, alors, vraiment, rien du tout. Euh, sur les aides municipales, effectivement, je trouve que ça commence à arriver, mais c'est la grande période du soutien municipal aux grèves, c'est plutôt les années 60 à 80, où ça, c'est même devenu la stratégie centrale de financement des grèves pour la CGT. Ça et les quelques campagnes de solidarité très ponctuelles. Euh, mais donc il y a toute une offensive en fait qui est mise en place à partir de la grève des cheminots de 86 par gouvernement et préfet pour rendre ça impossible et faire que les municipalités ne puissent plus verser des fonds directement à des grévistes. De la même manière, les secours de chômage dont tu parlais, qui à l'époque sont gérés par au niveau des municipalités. Dès la fin des années 30, il y a une offensive juridique lancée par l'UIMM et dont ils se gargarisent dans leur courrier interne d'avoir réussi à forcer la main du ministre pour que ça devienne plus possible je crois qu'il y a eu il y a un courrier très officiel, que je le retrouverai dans le manuscrit, qui interdit aux municipalités d'utiliser les fonds de chômage pour soutenir les grévistes, toujours au nom de la neutralité de l'État, de ne pas soutenir une des parties dans le conflit. Euh, et sur la question d'indépendance par rapport aux réformistes, là encore, il aurait fallu que je mette plus le nez dans des conflits locaux. Euh, Si on s'en fie aux grandes lignes stratégiques, on se dirait que la période classe contre classe est a priori hostile à ça. Je ne sais pas si cette hostilité a pu être bravée par des conflits locaux, mais euh, il y a entre les tournants des périodes très enthousiastes sur de réunification, en tout cas de front unique à la base, etc. Mais voilà, des conflits précis où un confédéré aurait géré une caisse de grève, je ne pourrais pas en citer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je voudrais rebondir un peu sur la chronologie. Euh, non pas que les trois grandes périodes repérées n'aient pas de sens, mais s'agissant des grèves, précisément, je crois qu'il faut sérieusement les nuancer parce que, alors, le tournant 28, classe contre classe, d'accord, mais sur les grèves, il y a, du côté de la CGTU, un tournant peut-être plus important dans les pratiques, qui est celui de 31-32, où véritablement se met en place euh, une documentation, une réflexion sur les stratégies de grève qui ne va pas du tout dans le sens d'une centralisation et d'un modèle à appliquer partout. Il y a une réflexion sur la souplesse tactique, sur les différentes modalités, y compris sur le fait que la grève n'est pas l'alpha et l'oméga de la pratique syndicale. Et ça se passe en, en pleine période dite classe contre classe. Donc je crois qu'il faudrait nuancer, et de même, les bases multiples. Alors les réalisations sont pas très nombreuses, là on est d'accord là-dessus, mais ça reste quelque chose qui
est un objectif et qui est assez régulièrement relancé et soutenu. Alors après, en plus, les effectifs à partir de 31-32 s'effondrent littéralement, donc ça va à contre-courant, mais la réflexion sur les bases multiples, c'est précisément non seulement de faire des adhésions, mais surtout de conserver les adhérents qu'on a. En 27, quand c'est discuté, c'est ça l'objectif. C'est aller contre le syndicat passoire. Le syndicat qui peut gonfler le temps d'une grève, parce que le syndicat, en principe, sait organiser la grève, sait organiser la solidarité, mais une fois que la grève est finie, qu'elle soit d'ailleurs victorieuse, qui n'est pas le cas le plus fréquent, ou un échec, on perd les adhérents. Donc, on veut les conserver en permanence. Sur les bases multiples, tout à fait. Je pense qu'il y a une richesse des discussions, des élaborations et du projet qui se heurte aussi à l'ambition, puisque arriver à mettre en place une caisse enfin, qui gérerait les accidents du travail et les maladies en partant de zéro, euh, voilà, c'était quand même mettre la marche assez haut. Euh, Après, c'est mon penchant aussi à sortir de la période, malheureusement, mais je trouve que ce qui rend aussi cette démarche intéressante, c'est le moment où elle a pu trouver une forme de réalisation, qui est après-guerre, et où là, c'est un des mystères que j'ai pas complètement réussi à résoudre, c'est comment ça se fait que la CGT de l'immédiat après-guerre déploie un programme, une variété d'aides sociales assez proche de cette idée de base multiple. Et c'est même listé dans les congrès d'après-guerre sur les centres de vacances, les CE, toutes les œuvres sociales. Et qu'en fait, il y a la seule qui manque, c'est le financement des grèves par rapport c'est les mêmes listes de choses à prendre en charge qu'avant, sauf la grève, qui en fait commence à disparaître des stratégies financières, même si pendant une très courte période, notamment en 48-50, il y a la volonté de mettre les CE au service des grèves et de leur faire collecter aussi des sous. Mais bon, après, ça disparaît. Et donc, je trouve que cette idée de base multiple, elle est particulièrement riche parce qu'elle préfigure le syndicalisme de masse, bon, à la fois de 36, mais de la libération, mais voilà, avec un statut particulier pour la grève en son sein. Et sur la souplesse tactique, je crois que c'est le livre de Badi donc, qui est centré là-dessus, sur la stratégie des grèves et comment est-ce que à la fois la grève occupe une place de plus en plus centrale dans la stratégie communiste, mais aussi comment est-ce que les modèles rigides ont pu être petit à petit assouplis ou laisser de la place à l'innovation locale. Euh, Moi, j'en suis en fait plus resté au niveau à la fois des finances et des discours officiels. Et, et donc, ça ne me permet pas de constater cette contre-tendance, mais ça n'infirme pas non. Oui, moi-même, enfin, personnellement, je dois être même peut-être un peu avant ce tournant, hein, parce qu'en réalité, après le 1er mai 1930, il y a déjà un premier bilan qui est fait, et par exemple, ces grèves du textile de l'été 1930 et après de 1931, y compris dans l'analyse a posteriori, il y a une discussion sur le fait que cet échec du 1er mai 1930 empêche d'aborder ces grèves de la meilleure manière au sein de la CGTU et dans le Parti communiste. Quelques questions. Alors, sur l'après 45, est-ce qu'il y a une discussion, enfin, en gros, dans la façon dont les débats sont réabordés, est-ce qu'il y a des références à l'entre-deux-guerres qui sont faites par celles et ceux que tu as pu étudier? Et après, une autre questionnement aussi, quelque chose qui m'avait marqué, c'est le fait que les fonds des comités de grève ne sont pas nécessairement alloués au paiement des jours de grève uniquement.
C'est-à-dire qu'un militant qui perd son travail et qui n'est pas réembauché peut continuer à vivre parfois sur les fonds de la caisse de grève pendant quelques mois ou sur les fonds d'une caisse syndicale. Euh, Même chose pour les frais de justice. C'est-à-dire que j'ai pas vu dans les grèves une rupture significative entre l'expression d'une solidarité pour payer des salaires manqués ou payer des frais de justice. Et l'autre question, c'est est-ce que tu pourrais revenir sur les discussions relatives aux modalités d'attribution des fonds? Comment est-ce que des fonds peuvent être attribués ou pas? C'est justement un débat, alors là plutôt 36, mais qu'on retrouve y compris avant. C'est comment est-ce qu'une grève est légitime du point de vue syndical? Euh, Comment est-ce qu'elle a été déclenchée? Par qui? Selon quelle modalité? Etc. Et donc, du coup, est-ce que à ce moment-là, cette question du financement des grèves rentre en compte? Et tout simplement sur la base multiple et autres, en fait, et les mairies, en fait, ça compte aussi beaucoup parce que, par exemple, l'exode des enfants dans les grèves, s'il y a des colonies de vacances, c'est beaucoup plus simple à organiser, par exemple. Euh, alors, très peu de, peut-être même aucune référence à l'entre-deux-guerres dans les débats que j'ai vus dans les congrès des années, la fin des années 40. Et comme si les grandes stratégies avaient infusé, continué à inspirer les discussions, mais sans qu'il y ait de référence explicite. Bon, l'expression de base multiple, je pense l'avoir trouvée une fois dans un compte rendu de congrès, mais son contenu est dit autrement de manière assez fréquente. Euh, Effectivement, les frais de solidarité, c'est pas que le salaire des grévistes, c'est aussi, bon, je le disais, les sous communistes, l'alimentation collective, c'est aussi le matériel de la grève, euh, le soutien contre la répression, mais ça, c'est valable enfin, vraiment tout au long du mouvement ouvrier, hein, que c'est des exilés de la commune jusqu'aux militants de Renault dans les années 80. Il y a cette idée que la solidarité ouvrière doit aussi garantir les capacités des militants à, voilà, à pas disparaître une fois que le patron les a frappés. Euh, et par contre, c'est pas exactement les mêmes fonds. Euh, Là, c'est très formalisé, par exemple, dans la caisse de la CFDT, il y a des branches grève, solidarité, action juridique, etc. Dans les comptabilités que j'ai vues de la CGTU, c'est mêlé. Euh, mais il y a de manière c'est valorisé les fonds dédiés aux grévistes. Et, et donc, il n'y a pas un découpage qui permettrait de dire quelle part va à quoi, mais disons que l'affichage, en tout cas, qui est mis en avant, c'est vraiment celui des fonds qui sont allés soutenir les grévistes qui en avaient besoin. Euh, et enfin, sur les modalités d'attribution, moi, les seules que j'ai trouvées, c'est ce que je disais, ce sur quoi je suis revenu plusieurs fois, l'idée de conflits importants, exemplaires, qui jouent un rôle politique. Euh, et donc, c'est a priori soit des luttes de bassin d'emploi, c'est le textile, ou les mines qui s'y prêtaient en particulier, soit des vagues de grève comme la métallurgie, mais j'ai pas trouvé vraiment d'arbitrage, par exemple, puisque c'est à chaque fois une ligne dans le compte-rendu dans le compte-rendu budgétaire, et sans qu'on sache exactement quelles propositions ont été refusées, par exemple. Si des conflits ont fait la demande et n'ont pas obtenu, ou si tout ça est noyé tout simplement dans la somme de ce qui a été versé au cours de l'année. Euh, Ni dans les congrès, ni dans la presse, c'est abordé. Ouais. Peut-être regarder dans les comptes rendus d'instance de manière un peu plus précise. En fait, je posais la question parce que, par exemple, dans l'industrie chimique, pour ce qui est CGTU, alors c'est des toutes petites structures syndicales. Alors, Machu montre dans ta thèse qu'en 1936, il y a un permanent à échelle nationale. Et donc, du coup, c'est une structure syndicale qui, euh, enfin, disons que les conflits se déclenchent en dehors de la structure syndicale et la structure syndicale est postérieure au conflit. Et justement, il y a cette question de pouvoir soutenir quelles que soient les modalités de déclenchement du conflit. Là où, dans des structures syndicales plus importantes, à mon avis,
Si le conflit se déclenche en dehors de la structure syndicale, la question est beaucoup plus évidente. J'ai une question en ligne de Sylvie. Alors, c'est une question à l'écrit, en fait. Alors, Sylvie de l'IHS de l'Hérault. Déjà, elle confirme qu'il y a bien une caisse de solidarité depuis le 30 septembre 2025. Hein, voilà, elle précise, sans grand débat dans les organisations. Et en fait, elle avait une question plutôt aussi sur des éléments que tu as évoqués. Une critique des caisses de grève était de ne pas demander le paiement des jours de grève. Est-ce que la CGTU demandait systématiquement le paiement des jours de grève au patronat malgré les caisses de grève? Voilà, tu as évoqué des choses là-dessus. Le problème, c'est que le paiement des jours de grève, c'est le triomphe ultime une fois qu'on a gagné la grève. Euh, Si on n'a pas obtenu la revendication principale, c'est compliqué d'exiger ça. Et je pense que dans la période de la CGTU en particulier, la résistance patronale a été peut-être encore plus acharnée qu'à d'autres moments, où même la simple continuité du contrat de travail n'était même pas encore garantie. Donc, des licenciements par je sais pas, dizaines, centaines de militants. Et donc, moi, j'ai pas du tout trouvé d'archives qui mentionneraient le paiement des jours de grève à cette période-là. Euh, et même pour les périodes d'après-guerre, c'est une thématique qui prend de l'ampleur progressivement dans les congrès. Et moi, j'interprète ça comme une manière de répondre à la construction de la caisse de la CFTT, la CFTC, CFDT. C'est-à-dire comme l'idée qu'il faut, comme la CGT décide de ne pas se doter de caisse de grève équivalente, qu'il faut une autre réponse. Et je crois qu'il y a une des formules que j'avais trouvé bien tournée dans un congrès confédéral, j'imagine, je retrouve à la date, mais je pense que c'est tout début des années 70, qui disait que la meilleure caisse de grève, c'est le coffre-fort du patronat. Et donc, c'est bien tourné, mais c'est pas toujours très à portée de main dans les conflits. Oui, je confirme que, en tout cas pour ce que j'ai regardé dans les années 30, c'est vraiment à l'été 36 le paiement des jours de grève et pas dans les autres, enfin pas du tout dans les années antérieures où on appelle CGTU. Sachant que ce que Gabriel indiquait sur la rupture du contrat, ça veut dire que c'est une réembauche individuelle à la fin de la grève dans beaucoup de cas, et donc du coup la perte de tous les avantages associés au contrat précédent. C'est-à-dire que par exemple dans un secteur où il y a des congés payés avant 1936, ça veut dire que le patron supprime le congé ou même le droit au congé sur la base de la réembauche pour un travail précédent. Donc la première des bagarres est pour que la grève ne rompe pas le contrat de travail avant même de se battre pour le paiement des jours. J'ai pas d'autres questions là-dessus. Alors, je ne voudrais pas tirer la couverture vers la discussion de la fois précédente, mais sur les bases multiples et sur les caisses, il y a, quand se discutent les assurances sociales, dans un premier temps, il est question d'indemniser aussi le chômage. Ça va être abandonné, mais le chômage et le suivi de ces discussions par la CGTU explique aussi les fluctuations de ces positions et du rôle de la fameuse caisse nationale. Parce que dans un premier temps, cette caisse de solidarité, elle est là pour les grèves, en fait. Et quand la discussion sur les assurances sociales arrive,
ils se disent, ah, est-ce qu'on n'a pas une opportunité là de consolider notre caisse, de l'institutionnaliser d'une certaine façon, mais il va falloir tenir compte de ce que la loi nous permet pas. Alors, la loi, elle permet pour la maladie, elle permet pas pour le chômage. Et dans le cas où le chômage serait dans la mutualité, dans les assurances sociales, pardon, euh, est-ce que le chômage volontaire, la grève, sera dedans? Ben, ça, ils comprennent d'emblée que de toute façon, même si le chômage entrait dans les assurances sociales, la grève n'y entrerait pas. Et d'où l'idée, alors c'est compliqué, mais il, il dissocie à l'intérieur de la caisse ce qui relèverait des assurances sociales obligatoires et de ce qui serait facultatif. Et dans le facultatif, on aurait précisément la caisse permanente de grève. Mais encore une fois, tout ça est soumis à ce que la loi va délimiter et ce qu'elle va prescrire et ce qu'elle va laisser de côté. Et puis tout ça est aussi déterminé, c'est quand même pas négligeable, par le fait que on ne peut pas dire que les militants se bousculent pour cotiser à la Caisse nationale, les militants ou les organisations. C'est plutôt d'ailleurs plus les organisations qui sont attendues que les militants, parce que si les organisations adhèrent, bah, les cotisations tomberont. Mais voilà. Et donc, les fluctuations, il faut aussi les voir par rapport à ce que le syndicat ne maîtrise pas et ne peut pas maîtriser, puisqu'il y a la loi qui en plus change entre 28 et 30. Et puis la loi même de 1930, elle n'est pas respectée, parce que l'idée, c'est quand même d'entrer dans les assurances sociales, tout en les critiquant, et de les conquérir. Sauf qu'il n'y aura jamais d'élection. Donc pour conquérir des caisses dont les administrateurs n'ont pas été élus, c'est compliqué quand même. Voilà. Alors, une chose aussi par rapport aux concurrents. Euh, le grand, alors, il y a les modèles étrangers. En effet, on dit, la CGTU, à la direction de la CGTU, il faudrait envoyer un ou deux militants en Belgique et en Allemagne pour qu'ils regardent comment ça fonctionne. Bon. Donc il y a les modèles étrangers. Mais le grand modèle et ce qui rend la CGTU envieuse, c'est pas la CGT hein, là-dessus, c'est la mutualité. Et tout ce qui est donné pour justifier les bases multiples en disant euh, euh, contre précisément la théorie des minorités agissantes, héritée d'avant la Première Guerre mondiale, c'est de dire il nous faut construire un syndicalisme de classe, ça ils pensent l'avoir réussi, et de masse. Là, on est loin du compte, mais ils disent arrêtez de nous dire que les travailleurs français ne veulent pas se syndiquer, ne veulent pas s'organiser. Il y en a 5 millions dans les sociétés de secours mutuels. Et ça, c'est dans le débat qu'il y a, ce sont les chiffres qui sont avancés. Donc, ils disent s'ils vont aux sociétés de secours mutuels, c'est sans doute parce que c'est moins, ça expose moins que d'aller à la CGTU, ça c'est certain, mais aussi parce qu'il y a des contreparties à l'adhésion syndicale. Il y a la mutualité, il y a les différents services qui peuvent exister. Et le modèle d'organisation de masse, là, c'est pas la CGT, oui, c'est pas la CGT, c'est pas les confédérés, c'est la mutualité. Tout en étant conscient que la mutualité, c'est pas du syndicalisme, ça n'expose pas au même risque. Et du coup, il y a quelque chose de surprenant à ce que dans le cadre d'une opposition entre syndicalisme réformiste et syndicaliste révolutionnaire, en tout cas très inspiré par des courants révolutionnaires, que ce soit ceux-là qui fassent la démarche de regarder du côté de la mutualité,
dans l'histoire des débats antérieurs, c'était beaucoup plus renvoyé au réformisme et à un syndicalisme parce qu'il était riche et il prenait en charge beaucoup de services, il ne pouvait pas aussi être combatif. Et, il y a une inversion des rôles à cette période-là qui est assez surprenante. Et pour ce qui est des secours de chômage, j'ai retrouvé un courrier dans les archives de l'UIMM, qui est une décision, enfin, un courrier officiel du ministère du Travail en 1933, où, suite à une interpellation de l'UIMM, le ministre écrit: J'ai décidé qu'à l'avenir, les personnes dont le chômage est provoqué par une grève ou un lock-out ne pourraient en aucun cas être admises au bénéfice des fonds et caisses de chômage subventionnés par l'État. C'est au groupement auquel elles se rattachent qu'il appartient de les secourir, au moyen d'institutions spéciales, caisses de résistance ou autres, comme d'ailleurs beaucoup en ont créé. Donc c'est une manière de dire il y a plein de caisses de grève partout, débrouillez-vous, alors qu'en fait, il y a très peu de caisses de grève à l'époque. Oui, durant la période 1921-1936, il y a pas mal de salariés immigrés qui étaient expulsés. Est-ce que tu as pu travailler sur ce thème-là? Non, plutôt. Et, mais justement, en fait, cette discussion dans l'UMM, elle suit une grève. Je crois que c'est à Dunkerque que la mairie est occupée à la fin de l'année 1932, justement pour que des dockers récupèrent une partie des fonds municipaux du chômage. Je viens de comprendre peut-être la question juste avant, j'ai peut-être mal répondu, mais c'est sur la CGTU et la revendication du paiement des jours de grève. En fait, la question ne se pose pas globalement. Ceci étant, dans les quelques cas où ça se pose, en fait, il n'y a pas de, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'opposition de principe au fait de revendiquer ou en tout cas d'accepter le paiement des jours de grève dans quelques cas précis où ça se pose par des militants de la CGTU. Moi, j'ai simplement, et sur ces questions de fonds et d'accès aux fonds pour des travailleurs immigrés, euh, moi, j'ai jamais vu de discrimination spécifique sur la base des fonds des caisses, ou en tout cas qui serait avancé du style des caisses de grève pour les travailleurs français. Je parle d'expulsion. Et alors sur l'expulsion, après ça, Ça là, ne sert pas. c'est tout à fait une autre discussion, puisque ça va rentrer dans le cadre d'une solidarité qui est moins placée sur le terrain financier que sur le terrain politique par rapport aux arrestations, au rapatriement et autres. Mais pour tout ce qui est secours ouvrier international, la question des expulsions fait partie de tous ces éléments. Mais en fait, la question de l'expulsion elle-même joue dans la globalité un rôle extrêmement symbolique, politiquement très fort, mais en termes numériques, assez faible par rapport au rapatriement, au turnover, l'arrêt de l'immigration en tant que tel. L'expulsion, elle concerne beaucoup la région parisienne, beaucoup des travailleurs coloniaux et des grévistes arrêtés durant des grèves. Mais par exemple, si je prends le cas de la grève la plus célèbre de travailleurs immigrés réprimés par l'État à l'été 1934 à Le Forest, le nombre d'expulsés est inférieur à 200, le nombre de rapatriés est au-delà de 2000. Et ça se poursuit durant des mois et des mois. Et en fait, l'expulsion n'est qu'une partie elle-même. Mais elle est prise en charge par des militants de la CGTU avec évidemment des conflits en interne, puisque cette question de la solidarité envers les travailleurs immigrés préoccupe différemment les branches, les secteurs et le, et le type de structure. Une question encore, mais par rapport au niveau d'activité du gréviste, est-ce que le fait que les grévistes reçoivent des fonds est une question qui est discutée en tant que telle? Par exemple, sur l'organisation des balles ou ce genre de choses, est-ce que le fait qu'il y ait des fonds qui soient attribués et qui permettent de faire vivre la grève dans l'espace public, c'est une question qui est discutée? Ou à l'inverse, est-ce que ça apparaît important dans les débats que tu as vus que les grévistes ne travaillent pas pendant la grève, ne travaillent pas ailleurs, je veux dire, que par rapport aux patrons qu'ils ont. Notamment, je pense au cas des ceux qui sont désignés dans l'entre-deux-guerres comme des ouvriers paysans.
qui, durant les grèves, de ce que j'ai vu, on leur reproche de ne pas militer durant les grèves et du coup de travailler, mais de travailler chez eux à leurs travaux personnels au lieu de manifester occupés. Je n'ai pas trouvé de gros débat là-dessus, mais quelques mentions, notamment dans la brochure de Vassar, qui mentionne les ouvriers qui trouvaient des niveaux de remplacement, et comme une manière aussi d'alléger les finances de la caisse elle-même. C'est-à-dire que euh, et ça, c'est vraiment, je pense, une vieille tradition dès le 19e, dans le mouvement ouvrier, français en tout cas, de considérer les gens, les grévistes qui trouvent un emploi de remplacement, comme faisant un effort particulier pour permettre aux peu de fonds disponibles d'alimenter ceux qui, eux, n'ont pas trouvé. Et parfois même, ils profitent de leur salaire temporaire pour alimenter aussi cette caisse et pour ne pas la vider en tous les cas. Mais non, j'ai pas vu de gros enjeux là-dessus, ni de mention par exemple, de présence active dans la grève ou piquet de grève ou des choses comme ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait des passages assez explicites dessus, et en fait, j'en ai pas trouvé. Oui, par rapport à la fameuse formule, il faut savoir arrêter les grèves. Est-ce qu'il y a eu des commentaires de la part des syndicats? C'est- Euh, Oui, il y a évidemment, il y a des discussions sur ce thème, mais ce qu'il faut bien avoir en tête par rapport à l'histoire de la CGTU, c'est que c'est pas une formule de Non. 1936. Voilà. Et donc, du coup, Oui, oui. en réalité, par exemple, un des principaux, là on a parlé de la métallurgie, un des principaux responsables de l'humanité qui suit les conflits dans la métallurgie, qui est lié au récit de grève ou à d'autres, Jules Raveau, lui, il va publier un appel de la Fédération de la métallurgie à continuer les grèves en juin 36 et il va évidemment être dans une position de dissidence extrêmement rapidement, et notamment à l'intérieur, bon, pour les anciens de la CGTU, pour ceux qui sont au Parti communiste, à ce moment-là, il y a toute l'opposition qui est réunie autour de que faire, notamment sur cette question. En fait, dans la phase 1930-1932 qu'on a évoqué avec Michel, c'est un moment de dissidence alors importante dans le monde communiste, mais aussi dans le monde syndical, sur cette question des grèves, puisque toute une fraction du monde militant, notamment de la CGTU, reproche au Parti communiste d'être trop opportuniste lors des grèves. Ça se matérialise, mais aussi parce que il y a les défaites s'enchaînent, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer cette dissidence et ces désaccords sur la façon de mener des grèves. Mais en tout cas, cette rupture par rapport à la période 1929 et au début des années 1930 est déjà assez marquée dès la fin de l'année 1930, dès 31, dès 32 et encore plus en 33. Euh, et le moment où cette formule, il faut savoir terminer, alors c'est pas exactement la même formule et celui qui y a recours utilise des formules beaucoup plus, beaucoup plus contournées, mais c'est Jean-Pierre Timbaud à l'automne 1933 qui lui va utiliser cette formule dans un congrès de la CGTU. En réalité, Maurice Thorez l'avait déjà utilisé plusieurs mois auparavant pour des conflits dans le nord de la France. L'idée, elle est relativement simple telle qu'elle est utilisée dans la CGTU avant 1936. C'est que si jamais la grève se termine et qu'il n'y a plus aucun adhérent ou aucun militant de la structure syndicale, puisque la survie de la structure syndicale ou du groupe politique a été compromis par la poursuite de la grève, en fait, il fallait l'arrêter auparavant. C'est-à-dire que se développe un nouveau type de syndicalisme en rupture avec ce que Gabriel décrivait pour ce qui relève de la période de la contre-classe, où la grève est essentielle. À ce moment-là, la structure syndicale, alors, évidemment, l'un ne passe jamais entièrement derrière l'autre, ni dans un sens ni dans l'autre, mais à ce moment-là, la structure syndicale en tant que telle vaut la peine d'être préservée par rapport à la grève elle-même. Et ça, par rapport à 26, 29, 30, c'est une vraie rupture. Il y a même l'idée qu'on peut terminer une grève sans aller jusqu'à l'épuisement de l'organisation syndicale si il y a des acquis. Et que si on la prolonge, ces acquis risquent de tomber parce que on va vers la défaite.
il y a aussi cette réflexion qui se met en mouvement justement dans le tournant, quoi, en quelque sorte, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et Oui. simplement, pour rajouter une phrase, c'est pas simplement une évolution de la tactique syndicale, c'est aussi le bilan d'une grève qui est la grève de Citroën au printemps 1933 sur une baisse de salaire, avec des baisses de salaire qui sont contenues par une grève, mais aussi à un moment où, dans le même débat du Congrès, il y a une discussion sur la politique de l'État et sur la répression des grévistes en tant que telle, et Racamon, j'ai plus la formule en tête, mais indique que la répression a été contenue du point de vue de l'État. Donc on est déjà dans une autre, dans l'ouverture d'une autre période. Bien. Ouais. On se tient là. Bon, ben, merci beaucoup, Gabriel. Merci à toutes et à tous. Et donc, à l'automne, hein, maintenant. Voilà. Bon été, bonnes vacances.